Je suis prête pour le Face à Mo News. C'est parti. Davy Riemann, bonjour. Bonjour Monsieur Rosoli, bonjour aux auditeurs de Mo News. Merci d'être avec nous en direct ce matin par téléphone. On imagine que votre agenda de député est chargé. En tout cas, merci de nous accorder ces quelques minutes. D'abord, comment vous avez réagi à ce rapport publié il y a quelques jours concernant les tarifs et en tout cas le fonctionnement, la production de la SARA, la Société Anonyme de Raffinerie. Un rapport qui a failli ne pas sortir, il paraît. Hein. Il a fallu que les parlementaires, les députés tape du poing sur la table pour qu'il soit publié, c'est bien ça, hein? Eh bien, écoutez, oui, dans la mesure où pendant 2 ans, avec le député Castor, on n'a pas lâché l'affaire pour qu'on puisse avoir ce rapport-là. Donc, ça n'a pas été des moments simples. Et courrier sur courrier, réponse, recourrier. Le député Castor a juste déplacé de façon inopinée au ministère à Bercy. On lui a refusé l'entrée. On a dû interpeller à l'Assemblée directement le ministre qui a fait mine donc c'était l'escure. Ah, j'étais pas au courant, alors que sa collaboratrice savait puisqu'elle avait parlé avec M. Castor la veille. Bon, c'est un pas contre le combattant, finalement le rapport sort. Et quand ce rapport sort là, comment je lis le rapport, je le lis avec recul parce que lorsque le rapport sort maintenant, dans la période, et lorsqu'on lit ce qu'il y a dedans, on se dit bon, tout ça c'est pas anodin. Il faut faire attention et prendre le temps de bien analyser chaque ligne qu'il y a dans ce rapport-là. Alors, justement, est-ce que vous avez été surpris, on parle du rapport de l'Inspection Générale des Finances, hein, pour ceux qui nous rejoignent, est-ce que vous avez été surpris par les données de ce rapport ? Mais écoutez, de quelles données vous parlez exactement? Parce que les données, pour moi, quand on parle de données, on parle de chiffres. Oui, surtout, les chiffres et ces éléments qui montrent que finalement la société de raffinerie aurait pu réduire de 14 centimes le litre notamment en se passant de raffinage. Il y a de l'exportation de carburant. Bref, c'est un rapport qui est assez complet. Mais en substance, les grandes lignes, c'est que la SARA aurait pu trouver des moyens de nous vendre le carburant moins cher. Alors, c'est ce que dit le rapport. Aujourd'hui, maintenant, il faut investiguer, il faut aller plus loin. Parce que moi, le problème que j'ai, c'est que lorsque les inspecteurs mettent en exergue que si la SARA arrête le raffinage, on peut faire une économie de 14 centimes tout de suite. Je me dis, oui, mais 14 centimes. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'aller plus loin encore que les 14 centimes qu'ils sont plus ou moins lancés? Parce qu'ensuite, derrière, quand vous dites qu'il faut qu'ils arrêtent le raffinage, vous avez automatiquement, donc il y aura des emplois qui seront supprimés, donc il y a le volet social aura un impact. Donc est-ce que à ce niveau-là, est-ce que c'est bien la bonne décision à prendre? Je ne sais pas aujourd'hui. Moi aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a maintenant à échanger, aller plus loin. Moi, il y a d'autres données que j'ai besoin pour comprendre, pour compléter ce que dit le rapport par rapport à la SARA directement. Donc moi j'ai dit que il faudra discuter avec la SARA pour comprendre un certain nombre de choses. La SARA s'est dit prête à rendre ses chiffres publics. Mais moi, je veux comprendre le modus operandi de la SARA aujourd'hui, savoir combien ça coûte lorsque le brut est pris du nord de l'Europe, combien coûterait le brut s'il était pris dans les pays de la Caraïbe qui sont producteurs tels que Trinidad et Tobago ou bien au niveau de l'Amérique du Sud centrale. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut savoir. Maintenant, quelles sont les marges de manœuvre tout de suite qui permettraient que le prix baisse à la pompe assez rapidement pour nos concitoyens, sur le modèle économique qui est celui de la SARA aujourd'hui, je pense qu'il va falloir discuter pour qu'on puisse revoir la chose. Donc, si on parle du modèle économique, la SARA potentiellement devra faire un effort. L'État va devoir avoir sa copie aussi dans sa formule de calcul de prix. Il faut que les choses maintenant deviennent transparentes, deviennent lisibles et surtout deviennent, on va dire, équitables entre les 3 territoires. Alors, il y a 2 aspects importants dans ce que vous dites. Le volet social, en effet. La direction de la SARA met en avant les 400 ou 500 emplois qui sont concernés par cette problématique mise en avant. Et puis aussi le fait qu'elle soit auditée. En tout cas, c'est ce que la direction met en avant. Elle dit qu'elle est l'une des entreprises les plus auditées par la douane, les services de l'inspection, enfin du contrôle des prix. Est-ce que ça vous satisfait? Non, on n'est pas satisfait parce que, encore une fois, aujourd'hui, le gouvernement a pris pour prétexte que de retirer les chiffres, les données économiques parce qu'on est dans le secret des affaires.
bon, je rappelle que le secret des affaires, c'est une loi qui a été votée sous le premier quinquennat Macron, qui fait que maintenant, avoir les chiffres économiques, les données économiques des entreprises, c'est quasiment devenu impossible, même pour les enquêtes, même pour les parlementaires que nous sommes. Donc derrière, on ne peut pas se satisfaire parce qu'il manque des données complémentaires pour bien comprendre le fonctionnement global et le montage des prix, in fine, tant au départ dès l'importation des produits, la fabrication du carburant lui-même, la distribution du carburant sur le territoire. Il faut tout revoir de A à Z parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens payent des prix extrêmement élevés, alors que la possibilité d'aller vers des prix plus bas en changeant peut-être le lieu d'importation du produit, en changeant un certain nombre de choses dans la chaîne du montage des prix de tous ces opérateurs-là, nous pouvons arriver à autre chose. Donc moi aujourd'hui, comme je l'ai dit dans certains médias dès le début de semaine, il est important maintenant, une fois que ce rapport est sorti, maintenant moi j'ai besoin de le compléter afin de faire des propositions concrètes et commencer à discuter et même à négocier avec les parties prenantes. Parce que certains parlent de saisir la justice, d'aller faire des choses. Vous savez, la justice, c'est 50-50. Donc, et en plus, ça prend du temps. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut écarter. Ça fait partie des possibilités en matière d'action. Mais moi, je préfère d'abord donner le choix aux discussions, aux négociations, pour aboutir bien plus rapidement à des solutions pérennes et positives, en tout cas pour nos concitoyens. Mais franchement, David Riemann, qu'est-ce que ce rapport nous apprend de plus? Pas grand-chose, hein, j'ai l'impression, finalement. Enfin, il n'y a pas trop de surprises, mais est-ce que vous, les parlementaires, en tout cas vous, nos élus, vous n'auriez pas peut-être pu avant, je ne sais pas, aller plus loin, utiliser d'autres leviers, peut-être, pour lutter contre ces prix qui sont exorbitants au niveau du carburant? Mais bien sûr que non, M. Roselli. Nous sommes élus en juin 2022, le rapport devait sortir en mai 2022. D'accord? Donc nous, on demande au gouvernement, le rapport il devait sortir, donnez-le nous. Puisque il est censé être l'élément qui va permettre à justifier ou pas un certain nombre de choses au niveau de la SARA. C'est le gouvernement qui l'a commandé, c'est lui qui voulait le faire. Donc nous on attendait le rapport. Pour certaines choses, avoir la confirmation. Donc effectivement, pour certaines choses, ça ne nous a pas pris plus que ça. Mais pour d'autres choses, on a dit, tiens, on avait des doutes. Les doutes ont été levés par rapport aussi à ce qu'il y avait dedans. Donc maintenant, derrière, ce rapport-là, ce n'est qu'une première étape, Herman Roselli. Parce que, comme vous dites si bien, depuis 2008, lorsqu'il y a eu la grève en lien avec le carburant, son prix, et donc la demande de la baisse de 50 centimes à l'époque. Dès là, tout le monde savait plus ou moins comment le montage était fait. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que de 2008 à 2024, il y a des élus sur le territoire guyanais. Il y en a qui sont encore en place, d'autres qui n'étaient pas. Et ça va avec l'évolution du temps. Mais pour autant, qu'est-ce que les élus entre 2008 et 2022, avant que Jean-Victor en fait, ont décidé, ont mené comme action. Parce que vous le dites si bien, effectivement. Il y avait une levée de bouclier il y a quelques années du sénateur à l'époque, enfin il était député, Victorin Lurel en Guadeloupe, mais il faut dire que les élus anti-guyanais, effectivement, l'avaient laissé un peu seul dans son combat à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez faire front, tous les députés anti-guyanais? On sait que vous aviez initié une démarche il y a quelques mois avec les autres élus Outre-mer. D'ailleurs, quand vous étiez président du groupe Outre-mer, on va en reparler dans un instant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que les élus sont à vos côtés, les autres parlementaires sont à vos côtés pour faire front? Oui, selon les sujets qui nous rassemblent toujours, on fait toujours front. Sur un tel sujet, où est-ce que potentiellement des emplois sont en jeu, la réalité du territoire martiniquais n'est pas celle de la Guadeloupe, encore moins de la Guyane. Donc vous savez, on doit discuter pour trouver l'angle qui permettrait à tout un chacun de ne pas léser son territoire par rapport à une situation donnée. Donc la SARA interagit sur ces trois territoires-là, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc maintenant c'est par rapport au prix qui est appliqué, en tout cas pour la Guyane aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça, on doit trouver des solutions. Et moi, j'ai déjà commencé à discuter avec les collègues pour dire, bon là il y a un problème avec la SARA et tout, il va falloir commencer à bouger parce que c'est plus possible. Donc là-dessus, sur le principe, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est comment on y va, parce que le député, par exemple, de la Martinique va dire, ouais mais Davy, moi il n'y a pas de souci, mais il faut faire attention à ce que les emplois qui sont en Martinique ne soient pas touchés, parce que la situation économique et sociale de nos territoires, on la connaît, Herman Roselli, il n'y a rien de nouveau. Donc si on parle de centaines d'emplois ou 200 emplois potentiellement menacés directement sur la Martinique, mais ça pose un problème.
Donc, il faut mesurer tout ça. Lorsqu'on s'attaque à un dossier, on doit prendre tous les angles de celui-ci pour éviter au maximum qu'il y ait des dégâts au niveau social, au niveau économique, parce qu'on se dit que malgré tout, il faut qu'on puisse garder une certaine continuité par rapport à la réalité économique et sociale. Mais au-delà de tout ça, moi, comme je l'ai dit, moi, j'ai déjà commencé à interpeller certaines entités. Il est important maintenant que l'on trouve les voies et moyens pour que le prix du carburant en Guyane baisse et de façon pérenne. On ne peut plus continuer comme ça. Oui, mais David Riemann, vous qui êtes un député pragmatique et transparent, est-ce que vous pensez avoir les armes face à ce que certains appellent le lobby Sahara? Vous avez lu comme moi le rapport. Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant et même fascinant, que les actionnaires, par exemple, ont un bénéfice garanti, quoi. Peu importe la situation de l'entreprise, vous avez lu comme moi, ils ont un bénéfice garanti. Donc, ces éléments-là, ces paramètres-là, est-ce que vous avez honnêtement les moyens de lutter contre? Mais, monsieur Rosélie, en fait, mais c'est bizarre parce que moi, je trouve quand même au niveau des médias, parce que d'autres me disent oui, mais nous, quand on apprend ça, on est surpris, c'est pas normal. Mais j'ai démontré, j'ai expliqué que ce cas de figure-là, d'avoir un prix garanti au niveau de l'entreprise, dans d'autres filières de l'énergie, ça existe la même chose. Et l'autre filière, c'est quoi? C'est la production d'électricité sur nos territoires. Et vous savez de quoi vous parlez. Vous savez de quoi vous parlez, en effet. Aujourd'hui, toute entreprise privée qui vient s'installer dans nos territoires et en matière de production d'électricité a un prix de revient garanti par l'État au travers de la CRE, de la Commission de régulation de l'énergie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il faut bien comprendre une chose, nos territoires, historiquement, Herman Rosélie, ont toujours été traités de façon à ce qu'il y ait des monopoles ou des oligopoles. C'est historique, ça. Oui, d'où ma question, David Riemann. D'où ma question. Est-ce que vous avez honnêtement... Oui, mais je sais que vous êtes pragmatique, donc répondez-nous pragmatiquement. Je suis pragmatique et je vous dis que si on souhaite, et ça c'est ma volonté primaire, si on souhaite que les choses changent positivement au niveau du territoire, les choses changeront. Maintenant, si on ne veut pas que ça change, ça ne changera pas. Tout dépend de nous-mêmes, Herman Rosélie. Quand vous dites nous-mêmes, vous appelez la population à se mobiliser. Alors, il y a des étapes. Moi, en tant qu'élu, j'ai un travail à faire sur la matière. Le travail est initié. Moi, j'ai expliqué qu'il y aura du court terme, du moyen terme et du long terme. Le moyen et le long terme, ce sont tous les aspects législatifs qu'il faudra potentiellement mettre en œuvre pour que ces choses-là puissent bouger, évoluer concrètement. Mais dans le court terme, il y a des actions que peuvent faire tout de suite tant les élus, tant la SARA, tant l'État, pour que le prix bouge maintenant. Si, après ce travail initié, les différentes parties ne veulent pas bouger, mais vous savez très bien ce qui va se passer, parce que la population en a marre, Herman Rosélie. Donc à un moment donné, moi en tant que député, je dirais écoutez, la population, ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent pas bouger, tout ce qui leur importe, c'est leur poche, leurs amis, leurs copains, pour faire leur business, ça doit s'arrêter. Et je peux vous dire que ça s'arrêtera, Herman Rosélie. David Riemann, j'ai une question qui me turlupine, on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous, les députés de manière générale, vous faites depuis quelques semaines? Parce qu'il n'y a pas de séance de questions au gouvernement, puisqu'il y a une instabilité politique, et je vais vous demander votre avis dans un instant, mais juste de manière pratique, ils font quoi, nos députés? Mais les députés travaillent en circonscription. Moi, depuis le mois de juillet, donc j'ai une coupure de 2 semaines au mois d'août. Donc depuis après la reprise vers la fin août, on n'arrête pas sur le territoire. Donc vous voyez bien que la Guyane est un territoire très grand. Ma circonscription, c'est la plus grande circonscription terrestre de toutes les circonscriptions de France. Donc on va partout. Là, par exemple, demain matin, je suis parti sur le fleuve jusqu'à la fin de semaine. Je vais sur le Maroni, voir la population, voir les élus, continuer les travaux initiés, aller plus loin encore, poser les dossiers, continuer à les éplucher, préparer la rentrée parlementaire qu'il y aura surtout sur le budget qui arrive là, donc qui pose problème déjà avant même qu'on ait vraiment discuté. Donc au quotidien, il y a les rendez-vous, il y a les réunions. Ça permet en tout cas de rester un peu plus longtemps sur le territoire avant de reprendre le rythme des allers-retours. Vous n'êtes pas en vacances aux frais de la princesse, alors. En clair, c'est la question. Non, pas du tout. Alors là, celui ou celle qui dirait ça se tromperait, se fourvoierait lourdement. Non, bien au contraire. On voit que même là, par rapport au dossier d'Ansara,
On n'arrête pas. Donc, non, c'est au quotidien. En tout cas, vu ce qu'il y a à faire en ce qui me concerne, c'est non-stop, quoi. Alors, justement, le député que vous êtes, j'imagine, est en contact avec les éminences grises nationales. Vous avez des tuyaux. Aujourd'hui, cette instabilité gouvernementale-là, elle va s'arrêter quand, Davy Riemann? On en est où, concrètement, de la situation politique en France? Vous y comprenez quelque chose, vous? Moi, j'y comprends tout à fait quelque chose. Maintenant, la situation que l'on connaît aujourd'hui, elle est d'abord due exclusivement à Emmanuel Macron. C'est lui qui a... Vous pensez que c'est voulu? Vous pensez que c'est voulu? Non, 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 non. C'est lui qui a créé cette instabilité politique parce qu'il s'est fourvoyé en pensant qu'en faisant une dissolution au lendemain des européennes, qu'il allait mobiliser son électorat et ses troupes pour dire qu'il allait avoir la majorité absolue. Au contraire, il est dans une situation pire que celle qu'il connaissait en 2022. Donc, il s'est totalement fourvoyé. Mais là où c'est encore plus grave, c'est que les autres composantes politiques du territoire français sont dans un fonctionnement complètement terrible. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le NFP qui arrive en tête des élections. Donc, le président ne nomme pas un Premier ministre issu des propositions du NFP. Pourquoi il ne nomme pas ce Premier ministre issu des rangs du NFP? Parce que les autres groupes parlementaires ont carrément dit que si jamais ce gouvernement Premier ministre est issu des rangs du NFP, il déclenche une motion de censure tout de suite. Bon, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Parce que dans la démocratie, celui qui arrive en tête, mais c'est lui qui prend le lead. Point final. Le fait de voir des autres groupes politiques ou partis politiques menacer cela de la sorte, c'est inadmissible. Mais pire encore, c'est que les médias au niveau national ont donné un tas d'arguments totalement fallacieux pour justifier le comportement du président en nommant quelqu'un d'autre que du NFP. Ça, c'est la première chose. Donc, cette instabilité politique-là est créée par le président de la République. Ensuite, deuxième chose, mais maintenant que le Premier ministre a été nommé, il va nommer son gouvernement. Donc, l'instabilité politique en lien avec l'absence de gouvernement au lendemain des élections, je veux dire, c'est derrière nous. Maintenant, il y a cette potentielle instabilité politique par rapport à la politique qui va mener le prochain gouvernement. Et là, le NFP a déjà décidé. Il y aura une motion de censure qui va être déposée pour censurer ce gouvernement-là, mais plus par rapport à la décision d'Emmanuel Macron de mettre en place un Premier ministre que je considère légitime parce qu'il n'est pas des rangs du NFP, parce que les LR sont le parti qui est arrivé en dernier dans ces élections-là officiellement, et pourtant c'est un Premier ministre qui est choisi dans les rangs du LR. Donc le signal qu'on voit est complètement terrible. Ça veut dire que on dit aux électeurs, le choix que vous avez fait, on ne respecte pas, on fait ce qu'on veut. Donc ça aussi, il faut comprendre qu'il est en train d'abîmer la démocratie à longueur de temps, et ça pose un problème. Et pour finir, tout ce qui va se décider maintenant, c'est quoi? Ça va être la politique du Premier ministre Barnier. Si il met une politique qui est en rupture avec son inconnu depuis le premier quinquennat Macron, qui permettrait effectivement de redynamiser les choses, de redonner confiance aux Français et de leur permettre un redémarrage serein, les choses pourraient bien se passer. Mais s'il est dans la continuité de ce qui a toujours été fait, c'est sûr que ça va mal se passer. Je vous disais tout à l'heure que le budget qui va arriver, sur lequel on va devoir discuter, les premières annonces qui sont faites sont terribles, puisque on parle de budget à minima pour les Outre-mer d'une baisse de 4%, avec sur le box 23, c'est moins plus de 300 millions sur les conditions de vie Outre-mer. Mais c'est un scandale qui est en train de se passer là. Donc, malgré le fait qu'il y ait ces mouvements de vie chère et toutes ces choses-là, pour l'instant, l'État baisse l'argent au niveau du budget Outre-mer. Donc, moi, j'ai clairement dit qu'il va falloir que le gouvernement comprenne qu'il n'est pas question qu'on baisse le budget Outre-mer et même qu'il va falloir l'augmenter. Et troisième chose, moi, j'ai pris l'initiative avec un collègue qui est rapporteur rapporteur spécial au niveau du budget Outre-mer. On va voir si on arrive à rencontrer les ministres très rapidement, avant qu'il y ait les discussions officielles à l'Assemblée sur le budget, pour faire savoir nos positions quant à la question ultramarine. Parce que si on n'est pas écouté, moi je le dis très clairement, moi j'ai toujours dit que lorsque j'ai été élu, le premier dossier extrêmement important qui va être à discuté, c'est le budget 2025. Pourquoi? Parce que dans le budget 2025, on peut répondre de façon concrète et immédiate à beaucoup de difficultés qu'on a sur nos territoires. Si l'État n'entend pas à ce niveau-là, je prendrai mes responsabilités, en tout cas moi, en député guyanais,
pour que les choses changent au niveau de mon territoire. Parce qu'il n'est pas question que l'on continue à voir un territoire se désagréger de la sorte, à se paupériser de la sorte, et avoir la misère sociale continue à augmenter, et surtout avoir les inégalités se creuser à vue d'œil en Guyane. Ce n'est plus possible. Vous prendrez vos responsabilités, ça veut dire quoi, des Veriman? Parce que vous ferez partie d'un groupe. Vous ne pourrez pas seul révolutionner des fonctionnements ou des systèmes législatifs. Mais écoutez, Armand Roseli, au-delà d'être dans la démarche de législative, tout ce quelque chose, il y a les discussions, comme je vous ai dit. Donc moi, le but, c'est d'avoir les discussions avec les décideurs en amont des discussions qu'il y aura à l'Assemblée nationale. Parce que lorsque le document arrive à l'Assemblée nationale, lorsqu'on a les discussions à l'Assemblée nationale, la chose est déjà pliée en amont. On va bouger des choses à la marge, mais tout se fait en amont. D'accord? Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est de discuter avant. Ensuite, derrière, comme je vous l'ai dit, si jamais l'État n'entend pas et ne prend pas en compte concrètement nos besoins, nos réalités, tant au niveau administratif sur le territoire, parce que quand vous avez une préfecture qui en manque de personnel, qui en manque de moyens et qui crée de l'insécurité administrative sur le territoire, ça suffit. Donc il faut renforcer les moyens humains et matériels sur le territoire au travers des services de l'État, parce que ce n'est plus possible. Ensuite, lorsqu'on parle de vie chère, lorsqu'on parle de continuité territoriale, les réponses se font dans le budget, Armand Roseli. Lorsqu'on parle de dotation pour la continuité territoriale intérieure de la Guyane, ça se règle dans le budget, Armand Roseli. Donc toutes ces questions-là, il faut voir que l'État va devoir répondre. Lorsqu'on a aujourd'hui, pour faire la continuité territoriale à l'intérieur de la Guyane, le budget aujourd'hui est entre 11 et 12 millions d'euros. Avant, il était de 10 millions d'euros. L'État est toujours à 1,5 million d'euros, alors que moi, j'avais déjà fait une intervention pour dire qu'à l'État, comme le préconise le rapport du Sénat, il faudrait faire passer au moins à 50% la participation de l'État, ce qui permettrait d'avoir une envergure d'action bien plus grande sur le territoire en matière de transport aérien. Donc oui, il y a tellement de sujets qui peuvent se régler maintenant tout de suite au travers du budget, mais ça va dépendre de la volonté de l'État. Alors j'entends bien, on nous dit oui, mais bon, il y a le déficit de l'État, il va falloir faire des économies. Je donne un exemple tout simple. Au niveau économique, l'État accorde des aides fiscales à hauteur d'un peu plus de 100 milliards d'euros pour les gros groupes qui sont dans le CAC 40. D'accord? Donc aujourd'hui, ces gens-là se sont gavés depuis la crise Covid. Je pense qu'il est important maintenant que ces aides fiscales faites à ces grands groupes-là, on les enlève à leur niveau et qu'on va voir où est-ce qu'on peut les mettre ailleurs. Ça, c'est un. Puisqu'on dit qu'il faut faire des économies aujourd'hui, on peut faire des économies là-dessus. Deuxième exemple, encore un en matière de, parce qu'ils disent qu'il y a un problème de recettes. Savez-vous que ces mêmes grands groupes-là qui bénéficient de ces milliards d'aides fiscales, ces grands groupes-là, en matière d'impôts sur leurs bénéfices, ils sont à hauteur de 5%. Or, vous prenez les TPE, les PME qu'on a sur nos territoires, leur impôt sur leurs bénéfices est à hauteur de 30%. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème dans ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de la France. J'entends bien. Donc, ce sont tous des exemples comme ça qu'il va falloir discuter et travailler pour trouver, des ressources supplémentaires pour permettre à l'État de faire ses économies qu'il recherche, et de mettre l'argent là où il y a un besoin. C'est ça la priorité aujourd'hui. J'entends bien, David Riemann. Deux dernières minutes, deux dernières questions. La première, est-ce que selon vous, le ministre de l'Outre-mer, puisque les consultations là se poursuivent avec le Premier ministre Michel Barnier, est-ce que le ministre d'Outre-mer doit être absolument un ultramarin, selon vous? Est-ce que ça permettra de faire avancer les choses? Et la deuxième, vous l'avez dit vous-même, les NFP qui sont arrivés en tête des élections législatives ne sont pas pour l'instant majoritaires, ou en tout cas ont pas forcément une position de force au niveau du gouvernement, ou en tout cas de l'Assemblée qui se désigne. Quel sera votre véritable proie? Vous défendiez en tout cas la candidature de Madame Castet, voilà, qui n'a pas été retenue par le président de la République. Donc voilà, ces deux dernières questions. Est-ce utile et important pour nous d'avoir un représentant ultramarin? Est-ce que ça va changer les choses? Et puis la deuxième question concernant votre portée législative, votre poids législatif. Alors, sur la première question, c'est pas tellement savoir qui à la Rio Dino, c'est savoir comment on organise ce ministère-là aujourd'hui. Nous, on a dit qu'il faut un ministère de plein exercice, il faudra qu'il ait les moyens financiers de répondre pour les 11 territoires ultramarins.
Et donc, à partir de là, un ministère attaché aussi et de plein exercice, donc autonome, mais surtout qui rendra compte directement à Matignon pour avoir une vision plus globale de la situation et pas rattacher au ministère de l'Intérieur comme c'était jusqu'à historiquement. Ça suffit. On doit sortir du ministère de l'Intérieur et aller vers Matignon. Et puis quelque chose d'important, une fois que ces choses-là sont reconduites, maintenant la personne qui viendra au ministère, c'est une personne qui comprend les choses, qui a l'écoute, qui est en capacité de comprendre les choses, qui est en action et en réaction. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, c'est ça la priorité. Après, si on a un ultramarin, on dit que la fibre ultramarine, quand on est un ultramarin, on comprend les choses bien plus rapidement parce qu'on sait de quoi on parle. J'ai envie de dire oui, potentiellement, mais ce n'est pas exclusif. Pour moi, aujourd'hui, il y a des conditions prérequises qui doivent être remplies, sinon, ça va rien changer du tout. Ensuite, sur le poids politique. Mais je rappelle que déjà en 2022, on était dans l'opposition, on a réussi à faire bouger des choses à différents niveaux, même si le gouvernement s'entête dans quelque chose. Là, on est le NSP, on est arrivé premier groupe politique à l'Assemblée nationale. Maintenant, on va compter dans l'Assemblée. On ne pourra pas faire semblant. Je rappelle qu'au moment où nous parlons, nous sommes majoritaires au bureau de l'Assemblée. Donc nous avons 12 postes sur 20. Donc nous sommes majoritaires au niveau du bureau de l'Assemblée. Donc ça veut dire bien que les conditions de fonctionnement de cette législature sont différentes de l'ancienne. Donc même si le président de la République a fait un autre choix que celui de la raison en nommant Lucie Castet en tant que Premier ministre, mais nous agirons et nous pèserons de tout notre poids à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Parfait. Merci beaucoup, David Riemann, d'avoir été en direct avec nous sur MoNews Radio. Bonne journée, bon courage et bon travail. Vous nous avez dit que demain, vous êtes de quel côté ? Demain, je fais le Haut-Maroni. Grand Santi, Papa Echtan, Marie Passoula. D'accord. En tout cas, pas de déplacement dans l'Hexagone. En tout cas, tant que le gouvernement n'est pas nommé, hein, c'est ça ? Non, alors, potentiellement. Alors, pour l'instant, non, je pars à la fin du mois. Mais c'est sûr que là, les travaux quand même parlementaires ont repris. Donc, il y a les commissions redémarrent pour les commissions permanentes. Donc, moi, la commission des affaires étrangères. Et les premières convocations vont commencer à arriver. Donc, peut-être que je vais faire un aller-retour entre-temps. Mais c'est sûr que ma rentrée parlementaire qui doit se faire sur la session ordinaire se fera à partir du 1er octobre. Mais en amont, effectivement, dans la deuxième quinzaine de septembre, les commissions permanentes se remettent déjà à fonctionner. Parfait, merci, bonne journée, bon courage. Merci donc à David Riemann, notre invité ce matin. La suite pour vous accompagner jusqu'à 9h, Lydiane. Je vous souhaite une excellente journée sur MoNews Radio.